Chaque jour, des femmes et des hommes ordinaires comme vous et moi font des choses extraordinaires. Par le simple fait de petites actions qui viennent du cœur, elles enrichissent le monde de leur beauté et de leur présence. Cela n'est pas réservé qu'à quelques personnes, mais cela est la destinée de chacun d'entre nous. Marianne Williamson disait « Nous sommes tous destinés à briller comme brillent les enfants ». Comment y arriver ? Voici un témoignage inspirant pour nous aider sur ce chemin du cœur. Belle écoute. Bonjour et bienvenue dans Conversation avec le cœur. Je suis très heureux de vous retrouver et d'accueillir pour cette interview Maud Alejandro. Bonjour Maud. Bonjour Alexandre. Alors Maud, tu es consultante en parentalité bienveillante, en parentalité créative et tu es aussi conférencière. Est-ce que tu peux aussi te présenter un peu plus intimement sur qui tu es et aussi peut-être développer un peu plus ce que tu fais avec les adultes dans cette parentalité créative et bienveillante? Avec plaisir. Donc, je suis ravie de m'adresser à des personnes qui s'intéressent à ce sujet de la parentalité alternative, on va dire un peu nouvelle. Bon, elle n'est pas si nouvelle que ça, mais en tout cas, il se passe beaucoup d'événements, beaucoup de prises de conscience en France et dans le monde sur le sujet de la parentalité et donc sur la relation parent-enfant. Et en effet, c'est peut-être bien que je communique, moi, comment j'en suis venue à m'intéresser à ça et quelle a été ma propre relation à la parentalité, mon vécu d'enfant. Donc, moi, je suis née dans une famille où il y avait 3 enfants. Moi, je suis au milieu. J'étais donc fille d'un couple dans lequel il y avait de la violence conjugale. Donc, c'était un climat de terreur, de peur. Et on se serrait les coudes, évidemment, entre frères et sœurs. Et je crois que ça aide pas mal. J'étais très proche de ma sœur et on était vraiment complices. Et bon, mais quand on est enfant, on n'a absolument aucune conscience que c'est anormal. On pense que c'est la réalité, puisqu'on n'en connaît pas d'autres, en fait. Voilà. Et j'ai vécu, survécu, vécu. Et puis, quand j'ai eu des enfants, en fait, voilà, j'ai découvert un monde qui m'a émerveillée, qui m'a époustouflée. Et puis, quand j'ai voulu allaiter, ma mère et ma belle-mère me disaient mais pourquoi tu veux allaiter, tu vas t'embêter, mais non, donne-lui le biberon. Je sais pas, je l'ai pas senti, donc j'ai allaité. Et puis quand mon compagnon a dit bon, ça y est, ça fait un mois que le bébé est là, on va le mettre dans sa chambre. Ça sonnait pas ok à l'intérieur, mais bon, en tant que bon couple, désir de père, je savais pas du tout comment ça se passait ailleurs. Alors, il y a un petit coucou qui va sonner. C'est un petit gadget que j'ai acheté il n'y a pas longtemps pour mes enfants pour aller à l'école. Donc, on va attendre les 10 coups du coucou japonais pour poursuivre. C'était pas prévu au programme. Donc, dans une demi-heure, ça va ressonner. Hein, ne vous inquiétez pas. Donc, voilà. Quoi d'autre? Donc, j'ai été émerveillée, fascinée par ce premier enfant que j'ai regardé avec des yeux émerveillés pendant 6 mois. Je n'ai pas pu décrocher mon regard de lui. Je notais toutes les tétées, je lisais beaucoup. C'était magique, quoi. C'était vraiment magique. Et puis, je posais des questions au pédiatre. Et voilà, c'était merveilleux. Et puis, des fois, c'était moins merveilleux du tout. Une fois, il est tombé du lit. Et là, je me suis dit, je suis la pire mère du monde. Comment j'ai pu faire pour me rendre compte qu'il ne s'était pas déplacé assez vite, qu'il commençait à se déplacer et j'étais à 1 mètre. J'étais sur mon bureau, je ne sais plus ce que je faisais. Je le regardais, je voyais bien qu'il se déplaçait un petit peu. Donc là, j'appelle en pleurs le pédiatre en disant, voilà, j'ai fait ça. Il dit, écoutez, vous inquiétez pas. C'est arrivé à tous les enfants que je connaisse. Les gens ne le disent pas tous, mais moi, je le sais parce qu'on m'appelle. Et il y a 95 chances sur 100 qu'il n'y ait pas de souci. Mais bon, première grosse claque où je me dis, ben, je fais du mal à mon enfant, en fait. Bon. Ensuite, vient les 2 ans. Et quand arrivent les 2 ans, l'enfant touche à tout. Et là, bon, c'est merveilleux. On est émerveillé. Premier pas, etc. Enfin, il a avant fait ses premiers pas. Moi, il les a fait vers les 16 mois, mon aîné.
Et puis là, premier geste de violence, c'est-à-dire mon compagnon et moi, on a reproduit ce qu'on avait vécu, mais de manière automatique. Et là, je me suis dit, non, ah non, ça vraiment, c'est pas possible pour moi. Si j'ai tellement souffert à l'intérieur, je me suis dit non. Donc, j'ai commencé à suivre des ateliers de parents. Et quand même, j'avais demandé au pédiatre ce qu'il fallait faire, le fameux pédiatre. Et il me dit, mais oui, parce que je lui disais, mon compagnon me dit que je ne donne pas des fessées assez fort. Et je ne pouvais pas, moi, ce n'était pas possible pour moi. Et il me dit, oui, il faut taper, mais sur la main. Voilà le conseil du pédiatre. Alors, je ne vous dis pas que c'était un jeune pédiatre au goût du jour et qui avait lu tous les livres alternatifs, hein. Mais bon, il était réputé dans le quartier où j'étais. Bon. Et puis, évidemment, j'ai découvert un monde le jour où j'ai mis mon enfant à la crèche. Et l'homme qui était là, un homme magnifique, Olivier, il s'appelle, je lui rends hommage. Il m'a dit, alors je dis, mais comment vous faites, vous, pour l'éducation? Parce qu'évidemment, moi, ça me passionnait, hein. Je dis, mais nous, on ne punit pas les enfants. On fait du Montessori, on a un coin pour les grands pour qu'ils puissent construire, pour pas que les petits viennent tout chambouler. Donc, on fait un petit espace pour qu'ils soient, comme ils n'ont pas le même développement psychomoteur, ben voilà. Les petits, ils vont dormir quand ils veulent. Ils ont un espace pour dormir, voilà, on leur a fait un petit coin pour dormir. Et puis, ils sortent et ils rentrent librement dehors. Il n'y a pas d'horaire. Ils sont libres, en fait. Et on ne les punit jamais. J'ai fait, ah, ok. Je dis quoi? J'ai fait, oui. Là, grosse prise de conscience. Et je le remercie parce que, voilà, ça a été vraiment une prise de conscience. Et de là, je me suis inscrite à l'Observatoire des violences éducatives ordinaires, c'est-à-dire, de fil en aiguille, j'étais allée sur le site de Non-Violence Actualité. Et de fil en aiguille, de page en page, je suis tombée là-dessus. Et là, j'ai été à l'Assemblée générale. Et de là est née une grande histoire. J'ai allié la petite histoire avec la grande histoire universelle, en tout cas de la France. Et j'ai milité pendant des années. J'ai coordonné le plaidoyer en France pour faire abolir les punitions et les châtiments corporels. Et la loi a été votée le 10 juillet 2019, donc il y a 1 an et demi maintenant. Et j'en ai fait mon métier. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai changé avant, je travaillais dans le cinéma, la culture. Pendant 15 ans, c'était ce que j'appelais mon métier passion. Mais cette deuxième passion, on va dire, ou plutôt, je dirais peut-être même mission de vie, parce que ça a été plus fort que moi. Il y avait une force qui me poussait à le faire. C'est devenu plus fort et du coup, j'ai changé d'orientation pour faire ce métier. Voilà. Je crois que j'ai répondu à une présentation un peu moins classique. Ouais, non, c'est super. Habituellement. Ce genre de présentation, ça permet vraiment aux gens de s'identifier et de voir qu'en fait, il n'y a pas de perfection et qu'on n'arrive pas comme ça à un stade d'accompagner d'autres parents dans la bienveillance et dans la créativité. Et c'est toute une démarche d'éveil de la conscience à soi-même. Bien sûr, il y a eu des souffrances, il y a eu des moments de doute, de culpabilité quand tu nous dis que lorsque ton enfant est tombé, etc. Et que en fait, on est tous amenés à connaître ça et que finalement, c'est une normalité. Et que tu as senti après cette force te pousser vers ce que tu appelles ta mission de vie, cette nouvelle mission, qui est donc d'accompagner d'autres parents, c'est ça, puisque tu accompagnes les parents à être plus créatifs et plus bienveillants vers les enfants. Alors, comment ça se passe? Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce que tu fais? Alors, j'accompagne des parents, c'est vrai, mais j'accompagne aussi des animateurs de centres de loisirs. Alors, je peux accompagner des enseignants, mais je ne l'ai pas encore fait. J'ai accompagné des assistantes maternelles, des responsables de ressources humaines, des psychologues, toutes les personnes, tous les adultes en lien avec des enfants. J'ai formé des élus, des médecins, des gens très, très différents sur le sujet. Et comment ça se passe? C'est vrai que je ne vais pas forcément avoir le même niveau de parole selon à qui je m'adresse. Pour l'instant, quand je m'adressais à des institutions pendant tout le chemin de la loi, je prenais déjà l'image de l'iceberg. Et ça, c'est une image qui est importante à connaître. C'est qu'en fait, si on a un iceberg, tout en haut de l'iceberg, ce qui est au-dessus de la partie qui dépasse de l'eau, c'est ce que tout le monde considère comme anormal de faire subir à un enfant pour l'éduquer. Donc, en France aujourd'hui, par exemple, les coups de ceinture,
je sais pas, moi, enfermé dans une chambre ou dehors, Le martinet. etc. Le martinet, bon. Et sous l'eau, c'est ce qu'on va, sous la ligne de démarcation, sous l'eau, c'est ce qu'on va considérer comme normal. Mettre sur une chaise à réfléchir à la crèche, à un an, privé de dessert parce que l'enfant n'a pas fini une assiette, ou l'éventail de possibilités est absolument infini. Et ce qu'il y a, c'est que cette violence éducative, donc on va la définir, c'est toute coercition ou punition corporelle qui est employée pour modifier le comportement de l'enfant, pour en fait lui faire quelque chose ou le faire obéir. Et en gros, c'est pour son bien. L'intention, c'est d'élever l'enfant, qu'il soit un enfant qui s'en sort dans la vie, qui soit épanoui, heureux. L'intention des parents est extraordinaire, mais elle passe par ces moyens qui légitiment l'usage de la violence. Et pour eux, ce n'est pas de la violence. Leur intention, elle est éducative. Et c'est dans tous les pays du monde, toutes les cultures, depuis 10 000 ans à peu près, depuis a priori le passage à l'agriculture. Et selon en fait les pays, la ligne de démarcation de l'eau, selon les pays, les époques et les cultures, la ligne de démarcation va changer. Donc aujourd'hui en Suède, la fessée, c'est de la grave maltraitance. Hein, donc là, tout le monde signale et il y a une intervention, enfin en tout cas, il y a une action qui est faite. Et à Singapour, l'emploi d'un outil en bois pour frapper les enfants, c'est normal. Donc, ça va dépendre des cultures et des époques. Et encore en France, il se vendait autour de, je crois, 160 000 martinets par an en 1960, je crois. Bon, ce n'est pas très précis ce que je viens de dire comme chiffre, mais en gros, c'est ça. Donc ça, c'est quand je m'adressais aux institutions pour faire prendre conscience. Et ce que je dis aux institutions, c'est on a une étude qui dit que quand on a une loi et des mesures d'accompagnement des parents, donc campagne d'information, mesures de sensibilisation, ateliers de parents, formation des professionnels, quand on a les deux mis côte à côte, la violence, elle va baisser beaucoup plus vite. Alors que quand on n'a que la loi ou que les mesures d'accompagnement, la violence baissera moins vite. Okay. Et je leur disais aussi quels sont les effets bénéfiques. Donc ça, c'est vraiment tout ça, c'est mental, ce sont des données mentales, hein, mais bon. C'est qu'on a une baisse des vols, baisse de la violence conjugale, baisse des suicides, baisse de l'alcoolisme, baisse des violences entre jeunes, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et bien sûr, baisse de la mortalité infantile. Voire des accidents de la route, il y a un lien. La femme qui a créé Ni claque ni fessée en France, hein, la première association sur ce sujet, Jacqueline Cornet, donc je lui rends hommage, elle est décédée un petit peu avant la loi, malheureusement, elle n'a pas pu voir cette loi voter, mais elle était en bonne voie, elle savait qu'on était vraiment pas loin. Voilà, son fils avait justement subi cet accident de voiture, il était décédé et elle avait fait le lien, elle avait fait beaucoup de recherches dans les hôpitaux pour voir le lien avec la violence éducative reçue, et c'était le cas. Donc, voilà. Maintenant, quand je m'adresse à un parent, c'est beaucoup plus joyeux, ludique et amusant. C'est pas rien à voir. Donc, c'est la parentalité créative. D'ailleurs, mon ton de voix change, hein, d'ailleurs. Oui. Donc là, moi, j'ai été formée par Catherine Dumonteil-Crémer, la cofondatrice de l'OVO, Observatoire des violences éducatives. Elle a créé la Maison de l'Enfant. Elle a créé le premier magazine de la parentalité positive, PEPS. Elle a créé la liste parents conscients, où les parents s'échangeaient sur des solutions et disaient leurs difficultés. Elle a créé la ligne d'écoute SOS Parentalité, la première formation francophone sur la parentalité. C'est la pionnière en France, c'est vraiment la pionnière. Il y avait évidemment avant Gordon, il y avait d'autres méthodes, mais de communication et qui venaient de l'étranger. Et je me suis formée auprès d'elle parce que justement, elle est extraordinaire. Ça, c'est une personne extraordinaire qui a vraiment accompagné des milliers de parents sur le terrain. Donc, son expérience est immense. Et elle a créé des outils qui fonctionnent. C'est-à-dire que, comment ça marche ? On va déjà créer un îlot de solidarité. C'est-à-dire que quand il y a un groupe de parents, le fait qu'ils soient ensemble, mis en groupe, en cercle, déjà, ils se sentent plus seuls dans leurs difficultés. Première chose, déjà, c'est un îlot de solidarité. Et on fait en sorte, par un travail en binôme pendant toute la durée des cycles, donc les cycles s'appellent Vivre et grandir ensemble, qui gardent le contact après, comme ça, s'ils ont une difficulté, ils savent qu'ils peuvent s'appeler
quand ils ont une difficulté, au moment où ils vont passer à l'acte déjà. Ensuite, c'est vraiment basé sur la psychologie positive, sur beaucoup d'outils de pédagogie active, des écoutes, on leur apprend l'écoute, on leur parle des émotions, des besoins, de la pose des limites respectueuses. Et c'est toujours dans la joie, des surprises, des jeux. On passe beaucoup par le jeu pour apprendre. Et donc, c'est aussi beau et ludique et agréable de le faire en tant qu'animateur que le participant de le vivre. C'est vraiment une expérience qui transforme parce qu'on peut lire beaucoup de choses. Hein. Lire et être libre, c'est la même racine. Hein. Et du coup, les livres informent, mais comme dit ma collègue Céline Gagnepin, collègue et amie, bien sûr, les livres informent et la pratique transforme. Et quand on a conscience dans son corps, on vit une émotion, on retient cette expérience et on modifie son comportement en tant que parent. Donc voilà, donc on se base sur la théorie de l'attachement aussi, les neurosciences affectives. Enfin, évidemment, tout ça est venu confirmer ce que sur la pratique, Catherine avait vu sur le terrain. Et bon, Catherine, bien sûr, elle a énormément lu. Elle a une bibliothèque absolument immense chez elle. Et c'est vraiment un centre de documentation. Ouais. Et voilà, donc c'est vraiment fondé sur beaucoup de ressources, de recherches. Voilà. Donc en pratique, pour les parents, vous faites des cercles de parents, oui. C'est ça? Oui. Et qu'est-ce que vous faites dedans? Tu dis que vous faites des jeux, que c'est très joyeux, et on apprend dedans à être créatif et à éduquer dans la bienveillance son enfant. C'est sans enfant, c'est ça? Ça se déroule? Tout à fait. C'est vraiment, nous, c'est de la parentalité. On s'adresse aux adultes parce que pour nous, le problème appartient à l'adulte et pas à l'enfant. Et déjà, si l'adulte prend conscience de ça, déjà, ça change le regard. C'est pas oui, mon enfant fait comme ça, j'en peux plus, etc. Ok, vous n'en pouvez plus. Qu'est-ce qui se passe pour vous? On va revenir déjà à ce que le parent peut changer chez lui, prendre conscience de ce qu'il met en place en termes de rythme, en termes d'alimentation, en termes de règles, en termes de... Et on va aller voir ce qui se joue. Pourquoi il a cette émotion quand son enfant fait ça? D'où ça vient? On va aller décortiquer tout ça. Et hier, j'accompagnais un groupe de parents qui ont été condamnés par la justice et qui voient plus leurs enfants, pour quelques-uns d'entre eux, aujourd'hui. Peut-être que dans 6 mois, ce sera différent, 1 an, 2 ans. Et pour l'instant, les parents ne sont plus en contact avec eux. Et ben, on a travaillé et il y a eu des rires et il y a eu des pleurs, bien sûr aussi. Il y a eu beaucoup de choses, mais ça a été joyeux. Donc, on fait des jeux coopératifs. On fait du théâtre forum où un adulte joue un parent, un deuxième adulte joue un autre parent. Ils ne sont pas d'accord sur une décision. Par exemple, l'enfant est dans la pièce. On va les faire jouer une fois sans interrompre. Et ensuite, on refait la scène et quelqu'un dans le public va remplacer un parent pour voir comment ça pourrait être joué autrement, par exemple. Comment on pourrait faire autrement dans la vie? Quel est lui, comment il s'y prend, quoi. Et en voyant ça, les gens vont voir dans leur corps ce qu'ils ressentent. Qu'est-ce que j'ai senti, moi, en tant qu'enfant, quand tu as dit ça et quand tu fais ça? Et pour moi, là, c'est bloqué. Je n'ai pas envie de t'écouter parce que tu as dit ça. Par contre, quand tu as dit ça, là, ça a ouvert et j'ai eu envie de trouver une solution avec toi. Et on va par le corps, le ressenti corporel, aller c'est des déclics, en fait. Hein. Donc, on utilise aussi la communication non violente. Parce qu'il y a un papa qui avait appelé son enfant et qui disait « Oui, t'es vraiment gras, tu m'appelles jamais, etc. etc., etc. » Et j'ai dit « Est-ce que vous pensez que c'est vraiment la meilleure façon pour vous de faire qu'il ait envie de vous appeler ?» Et je crois que peut-être si vous formuliez avec la même intention qu'il vous appelle, mais peut-être le formuler autrement, peut-être que vous auriez plus de chance en termes d'efficacité concrète. Hein. Donc, il a dit « Oui, c'est vrai. » Je souris parce que ça arrive parfois que mon père aussi m'appelle en étant énervé. Il me dit « Mais tu réponds jamais. » C'est ça. C'est un coup classique. Alors, quand on sait que nos parents n'ont pas la ressource de dire autrement, puisque eux, ils n'ont pas appris tout ça, ils n'ont pas baigné là-dedans, on se dit « Ok, ils n'ont pas appris. Qu'est-ce qu'il veut dire au fond? Il veut que je l'appelle. Ok. Tu as envie de me parler? C'est ça? Qu'est-ce que tu as envie de me dire? Ok. Nous, on va reformuler pour eux. Bon, ça demande déjà un boulot, un travail sur soi. Mais derrière la forme, il y a forcément une intention et c'est ça qu'il faut aller chercher. C'est quoi l'intention, en fait? Oui, c'est ça. Tu parles des intentions cachées un petit peu et je crois qu'on en parle beaucoup justement en communication non violente où finalement c'est simplement un moyen non exprimé ou je ne sais pas comment expliquer. Les colères peut-être ou enfin lorsqu'on est parent en tout cas,
lorsqu'on a des colères ou des frustrations, ça va être lié à nos besoins peut-être. Est-ce que nos besoins fondamentaux, et c'est là-dessus que vous allez travailler en accompagnement? Alors, déjà, on parle des émotions. Enfin, tout le monde en Ouais. parle, mais nous, on a une façon, voilà, ce qu'on dit en raccourci, c'est les émotions sont des signaux du corps pour nous signaler qu'il y a un besoin non satisfait. Donc ça, c'est le message de la communication non violente. Mais nous, ce qu'on explique bien, c'est que ce sont des réactions physiologiques. C'est pas un caprice, c'est pas une manipulation de l'enfant. Mais si je suis joyeux, si je suis dégoûtée, triste ou en colère, c'est une manifestation corporelle donc qui s'exprime par des cris, des larmes ou des rires. C'est physiologique, on ne peut pas l'empêcher. Et il faut faire, c'est la vie qui passe en soi. C'est la vie qui passe en soi. Et elle dit quelque chose. Et donc là, il faut se connecter au cœur. Je crois que c'est le programme de cette interview. Et donc, si on se connecte au cœur, on se dit, bon, ok, il est dégoûté par ce que je viens de dire ou ce que je lui propose. Pourquoi il est dégoûté quand moi je fais ça ou quand je lui dis ça? Bon, qu'est-ce que tu veux dire là? Qu'est-ce qui se passe pour toi? Et on va aller voir ce qui se passe. Et par contre, il lui dit, oh, mais n'importe quoi, t'es dégoûté avec ça, mais vraiment, t'es vraiment un naze. Bon, là, on n'a pas été voir qui est l'autre. Qui es-tu? Tu es mon enfant, ok, je t'ai mis au monde, mais qui es-tu aujourd'hui? Parce que tu n'es peut-être pas le même aujourd'hui qu'hier. Et aujourd'hui, ce que tu ressens, ça m'intéresse. Et moi, j'ai envie de te connaître et de partager ta vie, tes ressentis. Alors, bien sûr, on dit toujours que, donc, par exemple, les pleurs guérissent, parce que dans les pleurs, il y a du cortisol et ça évacue une molécule de stress. Donc, toutes ces manifestations corporelles, elles sont magnifiques. Et c'est la vie qui passe. Et si on réprime ça, on va faire des carapaces, on va faire des blocages et ce sera tellement de boulot pour l'adulte de tout redétricoter. Ça demande beaucoup de travail. Alors déjà, les émotions fondamentales, qu'est-ce qu'on fait? On écoute, on accueille, même par un silence et par une présence aimante, attentive, inconditionnelle. Ok, je vois que tu es triste, je suis à côté. Ouais. Et j'ai envie de dire comment on peut faire justement quand on est adulte et qu'on n'a pas appris à faire ça. Parce que moi, je côtoie beaucoup d'adultes et qui sont du tout totalement déconnectés de leurs émotions et qui n'ont pas appris à les écouter, ne savent même pas pourquoi on a des émotions. Et on est quand même dans une société où on a appris à couper des émotions. Comment on peut faire du coup? Parce que quand on est adulte, on peut, et qu'on ne le fait pas pour soi, on ne pourrait pas le faire non plus pour notre enfant, je pense. Ouais. L'empathie, oui. Alors, l'être humain, Olivier Morel dit ça, et je suis tellement d'accord avec lui. Olivier Morel, fondateur de l'OVO avec Catherine Dumontet-Crémer, chercheur, enfin bon, quelqu'un d'extraordinaire, une grande sagesse, un sage, voilà, il n'y a pas d'autre mot. Il m'a beaucoup inspiré, il m'a beaucoup encouragé dans le travail sur la loi. Donc, Olivier Morel, ce qu'il dit, c'est que l'enfant naît naturellement empathique, social, bienveillant, les études le montrent. Et il a écrit un livre qui s'appelle Oui, la nature humaine est bonne. Et j'invite vraiment les auditeurs à lire ce livre parce que c'est réjouissant, quoi. C'est tout simplement la nature est bonne. Ouais. Et je suis totalement de cet avis. Et on est avec ça. Et quand on reçoit des petites des brimades, des phrases qui font mal, des coups, des punitions, on va se couper. Pourquoi on se coupe? Parce qu'on ne veut pas souffrir. On ne veut pas souffrir, puisqu'on sait très bien que c'est pour notre survie, donc on ne va pas souffrir. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va se couper de l'empathie, mais du coup, quand on va faire mal à l'autre aussi, on est coupé de l'empathie, on ne sent plus ce que ressent l'autre. Et donc, en tant qu'adulte, qu'est-ce qu'on peut faire? Au quotidien, s'exercer à, tiens, ce film me fait pleurer, go, je pleure. Je suis en colère, ok, je vais aller crier en forêt, ou je crie tout de suite, là, je suis dans ma voiture, je crie. J'accueille, j'accepte d'être un être doués d'émotions et qui ont le droit d'exister, surtout pour les hommes qui ont entendu maintes et maintes fois arrête de pleurer, t'es un homme. Si t'es un homme, mon fils, ne pleure pas. Ça, c'est une cata. Voilà. Et beaucoup de femmes qui vivent avec des hommes et c'est un manque, mais j'avais envie de dire c'est pas de leur faute. Oui, c'est lié à leur éducation. Mais ils ont vraiment besoin de se reconnecter à cette part en eux-mêmes qui est coupée. Oui, je lisais, je lisais, mais j'écoutais récemment le livre de Thich Nhat Hanh qui s'appelle Prendre soin de l'enfant intérieur, dans lequel il dit justement on a tous un enfant intérieur blessé. Est-ce que du coup c'est à cet enfant intérieur blessé, est-ce qu'on l'a tous en nous et qu'il faut guérir pour ensuite réussir à accompagner aussi nos propres enfants sur leur chemin, leur propre chemin du cœur finalement?
Exactement. C'est-à-dire que l'enfant intérieur, c'est une des pistes parmi les milliers qui existent pour aller vers le chemin de soi, pour aller vers soi en fait, hein, vers une meilleure connaissance de soi, une maîtrise de soi, un accomplissement, un bien-être, etc. Et bien-être dans sa parentalité et dans son couple, ses amis, voilà, son travail. L'enfant intérieur, c'est quoi? Je vais parler à propos de l'enfant intérieur de la mémoire traumatique. Je vais coupler les deux. La mémoire traumatique, c'est dans mon enfance, il s'est passé quand je pleurais, que ma mère dormait et qu'elle me mettait une claque. À ce moment-là, j'emmagasine que ce moment-là est dangereux à l'intérieur de moi et je disjoncte, je disconnecte pour survivre. Donc, ça va créer une mémoire traumatique. Quand je deviens adulte, mon enfant pleure, j'ai quoi? J'ai l'automatisme qui revient parce c'est le bouton rouge sur lequel l'enfant a appuyé absolument inconsciemment. Alors, pour l'adolescence, hein, ça peut être à l'occasion d'une sortie, il ne rentre pas à l'heure, ça peut être l'occasion d'un bouton rouge. Hein. Et à ce moment-là, qui est-ce qui recommande? Est-ce que c'est l'adulte qui a 30, 35, 40, 45 ans ou est-ce que c'est l'enfant intérieur? C'est l'enfant intérieur. C'est l'enfant intérieur qui a été blessé. Et donc là, j'invite les auditeurs à lire Alice Miller, qui est vraiment à l'origine de tout le courant de la parentalité alternative, qui a reconnu... Alice Miller, tu dis M-I-2-L-E-R, oui. Ok. Voilà. L'enfant sous terreur, je retrouverai les différents titres de livres, je les ai à côté, je vous les amènerai après. Mais l'enfant doué aussi, le drame de l'enfant doué, déjà, voilà, c'est des titres comme cela. Et en fait, il y a aussi C'est pour ton bien. Donc ça, le titre est très parlant. C'est pour ton bien. Et donc, l'idée, c'est que nos parents détiennent la clé de la prison dans laquelle sont enfermés tous les monstres de notre enfance. C'est les parents qui détiennent la clé. Et du coup, c'est nos enfants qui parlent. C'est de nos enfants qui détiennent la clé de cet endroit-là. Et du coup, il sait l'ouvrir. C'est pour ça qu'on est réactivé. Donc, en parentalité créative, on dit qu'on est réactivé, bouton rouge. Et c'est là que la colère explose. Et c'est là qu'il faut agir. Donc, je parlerai de la colère juste après. Mais du coup, cet enfant intérieur, il faut aller lui parler. Alors, on peut prendre un poupon, on peut prendre symboliquement ou une amie à qui on va dire, voilà, moi, quand j'étais enfant, il s'est passé ça et j'ai tellement envie de reconnaître, oui, quand j'étais petite, quand ma mère ne venait pas me prendre dans mon berceau parce que je pleurais, j'ai souffert, j'avais peur d'être abandonnée et j'étais tellement malheureux. Et aujourd'hui, voilà, ça a des conséquences dans ma vie. Et, voilà. Et donc, lui parler et dire, voilà, je reconnais, tu es là, et maintenant je t'abandonne, je suis l'adulte pour toi, et je ne t'abandonne pas, je suis là au quotidien. Et régulièrement, lui faire une place dans sa vie d'adulte, et petit à petit, reprendre contact. Donc, il y a beaucoup de thérapeutes qui travaillent là-dessus, vous pouvez aller regarder sur Internet, etc. Mais l'enfant intérieur, c'est un des moyens d'aller contacter, et en fait, ça permet aux parents de se dire, c'est pas l'enfant le problème. Ma réaction, c'est la mienne. Parce qu'entre deux parents, 3, 4, 5, 10 parents, on se rend compte qu'ils ne pètent pas les plombs sur les mêmes sujets. C'est pourquoi la mémoire traumatique. L'enfant intérieur, il n'a pas été blessé aux mêmes endroits. Et donc, on va travailler sur la colère. Et sur la colère, c'est un travail de tous les jours. Hein, et pour tout le monde a la violence en soi. Et donc, c'est un travail de tous les jours. Et on va dire aux parents d'aller explorer leur colère. Donc, prendre la dernière situation où ils sont mis en colère, avec leurs collègues, leurs voisins, dans l'ascenseur, je ne sais quoi, et voir qu'est-ce qui a déclenché cette colère. Quelles conséquences ça a eu? Comment ça se passait dans le corps? C'était quoi les sensations dans le corps à ce moment-là? Qu'est-ce qui nous a aidé à redescendre de la colère? Comment on a réparé? Et à quoi ça fait référence dans notre enfance? Et on a un carnet et on explore ça, et on explore ça. Et on va les revoir si on a le courage. La première fois qu'on a tapé notre enfant, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que ça nous a fait? Voilà. Et ainsi de suite. Et petit à petit, on va voir qu'est-ce qui nous déclenche, les déclencheurs. Et quand on a repéré ces déclencheurs, après, le jour où ça arrive, on se dit, tiens, oula, je suis en train de péter un câble là. Bon, alors j'ai quelques millisecondes pour réagir, et c'est là qu'on va gagner du temps. Les millisecondes, et on peut faire autre chose. Décider à cette milliseconde de faire autre chose. Aller soi-même s'enfermer dans une pièce, pas enfermer l'enfant, mais soi-même aller dire, attends, là je peux plus, je suis en train de péter un plomb, attends, je m'extrais là. Ou alors va voir la voisine, là, je suis pas bonne pour toi.
téléphoner à quelqu'un, crier dans un coussin, aller se promener, peu importe. Et même si c'est un bébé, il vaut mieux le mettre dans son lit et aller péter son plomb ailleurs que sur lui. Donc, en gros, c'est cette colère, 95% des parents frappent sous le coup de la colère. C'est très rare de frapper à froid. Malheureusement, ça arrive. Il y a des gens qui frappent à froid. À 16h ce soir, tu rentres, je te donnerai ta punition. Ok, ça arrive, mais c'est très rare. Et la plupart des parents regrettent leur geste. Ils sont malheureux comme tout. Et nous, on dit que c'est vraiment la double... Enfin, c'est Catherine qui dit ça. Et moi, je trouve ça tellement profondément juste. C'est la double peine. On est la génération de la double peine. C'est-à-dire qu'on a reçu de la violence. On ne veut pas le reproduire. Malgré nous, on a beau être informé, on sait que c'est pas OK, on le fait quand même. Et on en souffre comme des malades. Alors, il ne faut pas rester dans cette culpabilité. Tu en parlais au début. Parce que la culpabilité... ça ne va pas aider ni nous, ni notre enfant. C'est un indicateur qui dit qu'il faut faire quelque chose. Mais l'enfant, il a besoin d'un parent debout, qui bosse sur lui, qui s'active et qui lui dit « J'ai déconné, j'aurais jamais dû te dire ça, faire ça, tu n'y es pour rien. Tu as fait ça, mais ça n'est en aucun cas la raison pour laquelle je t'ai fait ça. Je t'ai fait ça parce que moi, quand j'étais petite, il s'est passé ça. Et je ne sais pas encore me maîtriser. Et je travaille dessus. Et je te promets, je fais tout ce qu'il faut pour changer. Mais jamais tu n'es responsable de ce que je te fais. Et je m'excuse. Et voilà, on peut écrire une lettre de réparation à son enfant. Voilà, on peut travailler sur sa mémoire traumatique, on peut aller voir un thérapeute, on peut appeler ses amis autant qu'il faut chaque semaine pour dire à quel point c'est dur d'être parent, qu'on n'en peut plus, qu'on a envie de, je sais pas, leur faire les pires choses. Voilà. Et on appelle SOS parentalité. On reste pas avec ça, on reste pas seul, quoi. On se fait accompagner, c'est ça. Ouais. Donc, c'est vraiment une invitation à renouer déjà avec ses émotions, à prendre conscience qu'on a des émotions, à s'autoriser à les vivre, puisqu'il est possible que dans notre enfance, justement, on a été coupé, comme tu le disais, t'es un garçon, tu dois pas pleurer, ce genre de message qui est encore passé aujourd'hui. Donc, c'est une invitation à renouer avec ses émotions, les exprimer, à ne pas rester seul aussi, important, et aussi, j'ai envie de dire, à se bouger, à trouver les choses, prendre conscience que ça vient de nous et non pas de l'enfant, mais que l'enfant vient appuyer sur les boutons qui réveillent nos blessures d'enfant, si on peut appeler ça. Et donc, toi, est-ce que pour aller guérir ces blessures d'enfant, est-ce que ça va faire partie de ton job ou toi, ton job, ça va être d'apprendre des techniques pour, une fois qu'on a travaillé, enfin, ça doit se faire en même temps, j'imagine, une fois qu'on a travaillé et pris soin de cet enfant intérieur, toi, ton travail, c'est aussi d'amener à reconnecter avec ses émotions à travers le corps, je crois que tu l'as expliqué, et aussi d'apprendre des techniques différentes pour réagir différemment, c'est ça? Alors, nous, on n'est pas thérapeute en tant que en parentalité, c'est un nouveau métier. C'est un métier qui n'est pas connu, qui n'est ni pédiatre ni médecin. Le petit coucou vient de sonner. Donc, ni pédiatre ni médecin, voilà. On est là pour être dans entre le lien parent-enfant, enfin pour le favoriser, le renouer, le reconnecter. Parce que pour nous, le plus important, ce n'est pas le résultat qu'on obtient au moment M, mais le moyen qu'on a employé pour une relation durable, une parentalité écologique durable à long terme. Parce qu'en fait, ce qu'on va faire, c'est que peut-être un jour, ce qu'on fait aujourd'hui fait qu'à 18 ans, il ne nous appellera plus qu'une fois par an, ou jamais. Parce que peut-être ce qu'on aura fait, ça l'aura tellement blessé que quand il sera libre économiquement, ciao. Je dis ça, c'est un peu dur, mais comme j'ai vu le groupe hier, je peux vous dire que c'est pas facile pour les pères. Il y avait une mère aussi. Et la question était... j'ai oublié la question. C'est que finalement, vous agissez plus sur les traumas que sur les moyens. C'est un peu tout. Nous, on agit beaucoup sur les... En fait, nous, en parentalité créative, en tout cas, on n'axe pas sur le problème, mais sur la solution. D'accord. Donc, nous, c'est tout le temps la solution. Un exemple. On veut que l'enfant fasse quelque chose. OK ? On veut qu'il prenne son bain. Donc, on va travailler sur les règles. C'est quoi les règles non négociables chez moi ? Et là, les parents vont dire, on va les faire travailler à 3 ou 4. Et ils vont dire, moi, ce qui est non négociable, c'est le bain à 18h. C'est les devoirs faits dès qu'il rentre de l'école. Il enlève ses chaussures et va faire ses devoirs.
c'est, je sais pas moi, boire de la tisane 5 fois par jour. Je dis n'importe quoi, mais bon, chacun sa façon de voir le monde. Donc bon, Ouais, c'est faire de la randonnée tous les dimanches, faire du vélo le samedi, du tennis le jeudi. Bon. Et on se rend compte que, bah tiens, tout le monde n'a pas les mêmes règles non négociables. Et il y en a peut-être quelques-unes qu'on pourrait faire sauter, qui nous faciliteraient la vie, parce que plus on a de règles à faire respecter, plus c'est un casse-tête pour les parents. Et moi, quand j'ai appris que l'eau calcaire, avant j'habitais le Val d'Oise à Enghien, l'eau était calcaire. J'ai mon deuxième enfant, et le voisin me dit, oh non, mais nous, on ne donne pas des bains tous les jours, hein, l'eau est trop calcaire ici, ça abîme la peau. Oh, milagro, milagro. Je me suis dit, mais c'est génial, j'ai pas besoin de donner le bain tous les jours, mais yes, mais je peux vous dire que les bains, ils ont sauté, quoi. Et comment ça m'a soulagé la vie, moi qui travaillais à l'époque à plein temps, enfin non, après je suis passée en temps partiel, mais transport, bah, voilà, c'était pas possible, c'était pas gérable, c'est trop de stress, l'enfant, on pousse, on fait vite, 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 c'est pas une vie pour un enfant. Déjà, quand on le fait aller à la crèche, se lever, s'habiller, aller là-bas, avoir du bruit, manger tous à la même heure, bon. Donc, pour la parentalité créative, il y a 2 règles non négociables. Ne pas faire du mal à autrui et ne pas dégrader le matériel. Basta. Et à partir de là, tout est négociable. Et les limites, c'est naissance 6 ans. C'est tout. Après, tout se négocie. Qu'est-ce que ça signifie? C'est-à-dire qu'on va mettre les parents en groupe et on va leur dire, OK, là, on est sur la journée de la non-violence éducative, 30 avril de chaque année. Et entre parents, on va chercher des solutions sur l'histoire du bain, des repas. Et on va trouver ensemble des non blessantes, non dégradantes, non humiliantes. Et les parents, c'est les premiers qui ont les milliards de ressources. Chaque parent a totalement sa ressource. Et nous, notre travail, c'est juste de reconnecter le parent à ce qu'il a de plus beau en lui, de plus créatif. On n'a rien dans leur... enfin, bien sûr, on a de l'information à leur apporter, c'est notre job. Mais ils ont tellement de ressources entre eux. Quand on les met entre eux, mais c'est magnifique ce qu'ils peuvent trouver. Mais vraiment. Donc, c'est ça notre job, c'est vraiment de les reconnecter à ça, quoi. De reconnecter. Et c'est pour ça qu'on appelle ça la parentalité créative. Et la créativité, c'est trouver des solutions nouvelles chaque jour aux défis du quotidien. C'est ça notre métier. Les aider à se dire qu'il n'y a pas une solution tous les jours militaire à 18h tous les jours, il faut qu'il ait pris son bain. Non, s'il ne prend pas son bain, il n'y a pas mort d'homme. Et après, à côté, on va peut-être aller danser sur une musique et ce sera beaucoup plus joyeux, quoi. Et le bain, franchement, tous les jours, ça abîme la peau. Donc voilà, décontractez-vous, cool. Oui, c'est très intéressant ce que tu dis, c'est parce qu'en fait, on se met des barrières quand on est parent ou même sans être parent, qu'on doit faire des choses, mais ça aussi, ça vient de notre enfance, qu'on croit qu'on doit faire des choses, c'est des injonctions finalement qu'on a eues. Pourquoi en fait? Est-ce que c'est pour plaire à la société, pour ne pas se sentir rejeté? Et là, je fais référence aux 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, d'Alexander Lowen, et qui après été repris par Lise Bourbeau. Est-ce que finalement ça viendrait de ces blessures-là, on croit qu'on doit faire des choses, qu'il faut faire des choses, etc. Tout ça finalement pour pas se faire rejeter, pour être bien dans la société. Et l'enfant viendrait appuyer sur ces blessures pour nous réveiller et nous guider vers notre essence, vers notre cœur. Et c'est aussi votre travail, vous, en tant que consultante en parentalité bienveillante, c'est ça? Ta question est tellement riche qu'il faudrait des heures pour y répondre. Alors, par quoi on va commencer? En effet, la blessure de rejet, elle est tellement puissante parce qu'on est câblé pour être connecté aux autres. Et quand on est rejeté, ça fait mal. Ça fait très mal. Déjà, première chose. Donc, on va tout faire pour plaire. On va avoir la voiture comme le voisin. On va essayer d'avoir le diplôme machin. On va essayer de coller à la société. Ça, c'est vrai. La société mimétique. Il y a ça. Il y a aussi le fait qu'en effet, les enfants, ils appuient sur nos boutons rouges. On a des maladies qui sont des indicateurs qu'il y a quelque chose à changer dans notre vie. C'est pas là pour nous embêter. Ils sont pas là pour nous faire du mal. Mais ils sont là pour nous dire, hé, oh, réveille-toi là. Tu vois, tu n'as plus jamais dansé depuis 10 ans, mais danser, ça fait partie de la vie. Et peut-être, vas-y, quoi. Alors toi, tu me dis que je fais trop de bruit. Ok, tu me grondes pour ça. Mais en fait, vas-y, toi, t'en es où ton rapport au corps et comment tu t'éclates dans ton corps? Ça, c'est le message des enfants.
Et l'autre chose très importante, c'est le niveau sociétal. Et en effet, au niveau de la société, il se passe quelque chose de très important dans les rapports de domination, d'obéissance, de hiérarchie, de puissance, de pouvoir, de dominant-dominé. Et là, il faudrait en effet du temps pour y répondre. Moi, j'interviens souvent avec Daniel Delanoë, qui est, qui est psychiatre. Il travaille sur l'immigration, il a une consultation transculturelle, il est passionnant. Et qu'est-ce qu'il dit c'est que, donc, il a écrit aussi un livre sur les châtiments corporels, il a aussi milité avec moi sur la loi, comme Catherine Dumontet-Crémer, bien sûr, voilà, et d'autres. Ce qu'il dit, c'est que quand quand on est passé à l'agriculture, on est passé du mode chasseur-cueilleur à l'agriculture, il a bien fallu dominer des gens pour les récoltes. Et il y en a qui sont enrichis, qui ont pu faire des réserves. Et il a peut-être fallu aussi commencer à punir les enfants pour qu'ils aillent surveiller l'élevage, par exemple. Voilà. Et évidemment, ils n'avaient peut-être pas envie de leur plein gré. Je pense que ça vient de là, parce qu'à l'origine, les bonobos, les grands singes étaient non-violents. Et les chasseurs-cueilleurs aujourd'hui ne connaissent pas le mot frapper. Ils n'ont pas de mot pour désigner ça. Ils sont non-violents. Donc, nous, on pense qu'à l'origine de l'être humain, donc ça, c'est le travail d'Olivier Morel, les recherches d'Olivier Morel, et c'était non-violent. Donc, on passe à la violence. Et ça a permis d'avoir des dominants qui vont spolier le travail des dominés. Et donc, de là viennent les souverains, les monarques, etc., etc., etc. Et ce que je voulais ajouter, c'est que ça passe aussi par la nourriture. Comme je crois que je m'adresse à des personnes qui ont déjà fait un travail sur eux, qui sont assez éveillées, je vais me permettre d'aller jusque-là. C'est-à-dire que quand on mange des choses vivantes, on est vivant, créatif et assez puissant. Quand par contre on est occupé à manger 4 fois par jour, ce qui permet d'aller au travail à 8 heures et de revenir à telle heure, de faire la messe le dimanche et compagnie, bon, je parle pour les pays catholiques, mais dans tous les pays du monde, c'est pareil, on va pouvoir contrôler les gens, on va pouvoir les dominer. Et il y en a qui vont s'enrichir au passage et d'autres moins. Et ce qu'on propose, c'est un autre modèle de société. C'est on devient puissant, conscient, on travaille sur soi, on a des idées nouvelles et on ne sait pas où on va aller. C'est un nouveau monde, c'est le monde d'après. Oui, c'est le monde d'après. Et le Covid nous fait vraiment aller vers ça. C'est vraiment, s'il peut y avoir une chose positive, c'est bien celle-ci. C'est de retrouver sa puissance et dire, nous, on veut coopérer. On ne veut pas avoir un prof qui est face à sa classe et des élèves assis qui pipent pas un mot et qui vont aller aux toilettes quand on leur dit, mais des êtres libres c'est un échange, on est en cercle et on va échanger des idées. On sait comment ça commence et on ne sait pas ce vers quoi on va aller. Et c'est toutes les pédagogies créatives, alternatives. Je sais que tu es passionné par ça, Alexandre. C'est ça. Et une des plus grandes universités qui s'appelle Berkeley, il y a un documentaire de fou génial qu'il faut absolument voir, c'est de Frederick Wiseman. Ça dure 4 heures, il ne faut pas être effrayé par la durée de ces documentaires, mais il décortique toutes les institutions comme ça. C'est le plus grand documentariste de tous les temps. Moi, je suis un peu du Sud et donc je suis toujours extrême quand je parle. Mais voilà, avant, je travaillais dans le cinéma et avec mes collègues, notamment Quentin Mével, Séverine Rocabois. Je leur rends hommage, je les aime beaucoup. Voilà, ils m'ont fait découvrir cet univers. Et Wiseman, il dit que dans cette université, à Berkeley, donc ils font les plus grands prix Nobel, hein, la personne qui les forme, elle dit, OK, là, vous savez plein de choses, hein, vous êtes rentrés, vous avez fait les plus grands diplômes, vous avez tout cartonné, vous êtes des masses de connaissances. Moi, je vous demande de tout oublier. Et on va repartir de zéro. Et on va ensemble essayer de trouver des nouvelles choses, de créer. Donc, aller vers des choses nouvelles. Et nous, ce qu'on veut, c'est ça, des êtres libres, éclairés. Est-ce que c'est ce que veulent les gens qui sont au pouvoir? C'est une grande question, là. Peut-être quelques-uns. Moi, j'ai rencontré des gens extraordinaires dans le parcours de la loi, notamment, par exemple, Marie Derain, qui était conseillère droits de l'enfant, ancienne défenseur des enfants. Elle a été un grand artisan de la loi. Et pourtant, elle est au pouvoir. Donc oui, il y en a. Laurence Rossignol, oui, elle est motivée par la libération du droit des femmes. Oui, il y en a. Alors, ta question, justement, est-ce que c'est ce que je veux, le pouvoir? Ça me fait penser à en Suède ou ces pays nordiques-là, dans lesquels on prône justement l'éducation, etc. Comment ça se fait qu'en Suède, ils ont pris en considération les neurosciences sur l'affection pour permettre une école totalement différente de la nôtre, alors que nous, justement, on vient de plus en plus brider
l'école, où on est en train d'essayer d'arrêter l'instruction en famille, où c'est de plus en plus compliqué de monter une école alternative, ou même sans ça, on a du mal à peut-être remettre en question notre éducation nationale. Est-ce que c'est parce qu'on ne veut pas changer à ce niveau-là? Ou qu'est-ce que c'est en fait? Je ne sais pas. Oui, il y a un peu de tout ça, c'est qu'on a une histoire de France qui est quand même marquée par de la domination, on a été on a colonisé le monde, on a spolié les richesses de beaucoup du monde entier. Voilà, on a évidemment eu des êtres spirituels brillants, des grands penseurs, des grandes personnes en France, mais il reste encore l'idée de la vieille France. Et c'est ça qu'on est en train de déconstruire. Et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui s'en rendent compte. Donc oui, pourquoi interdire la liberté d'instruction? Alors certes, il y a forcément des enfants qui sont soumis à des abus, des parents qui veulent les laisser dans l'obscurantisme, mais la plupart des gens que je connais qui ont leurs enfants en instruction en famille sont des gens extraordinaires, libres, moi je côtoie leurs enfants et ils sont des modèles pour moi. J'aime beaucoup passer du temps avec eux et que mes enfants soient avec eux parce qu'ils sont libres dans leur corps, ils sont libres dans leur tête, ils font des créations au niveau, ils font des robots, des peintures, ils font pousser des plantes, ils ont une joie de vivre, une créativité qui est incommensurable. Et quand on connaît les chiffres du suicide des adolescents en France, on ne peut que s'interroger sur le modèle qu'on propose à la jeunesse. Un corps d'enfant qui a besoin de bouger, qui est assis, enfermé au lycée, qui n'a pas le droit de sortir ou au collège, enfin surtout au collège, quelle catastrophe sur la santé. Quelle catastrophe. Et ça, ils s'en rendent compte au Canada, ils sont en train de vraiment revoir et de mettre en priorité dans l'éducation le mouvement, la liberté de mouvement. Donc oui, en Suède, ils ont 40 ans d'avance sur nous, minimum. Voilà. Et en effet, je pense qu'on serait très inspiré de s'en inspirer. Mais je crois qu'en France, il y a énormément d'enseignants qui essayent plein de choses au niveau pédagogique, partout. Catherine Guéguin fait un travail extraordinaire à ce sujet-là pour l'éducation nationale. Véronique Gaspard aussi, communication non violente. Elles font un travail formidable et donc tout ça est en train de se diffuser. Moi, j'ai espoir, je garde espoir. Et il faut faire connaître, donc grâce à des émissions comme les tiennes, de plus en plus ces idées-là qui nous amènent vers un ailleurs, quoi. Et ouais. Alors, ce qui me vient justement, c'est ce que moi j'ai beaucoup entendu. Oui, mais si on instruit en famille, oui, mais si on laisse toute cette liberté, ça va faire des adultes pas cadrés, qui n'ont pas de règles, etc. Là, tout de suite, en même temps, j'ai des images qui me viennent et de cette société, justement, là, j'ai la fenêtre, donc c'est pour ça que je la montre toute extérieure et on voit que aujourd'hui, finalement, on a suivi tout ce beau modèle, mais que finalement, ça a l'air d'être un joyeux bordel quand même. C'est clair. Et donc, quand j'entends, quand j'entends des adultes dire oui, mais il faut des règles, etc., on a besoin de règles, est-ce que ça va à l'opposition de ça plutôt? À l'opposition d'un cadrage et de toutes ces règles finalement? En fait, être libre, c'est exigeant. Finalement, ça impose de soi-même. Quand on est autonome, ça demande beaucoup de force. Parce que quand on sait qu'on doit aller se lever à 7 heures, manger à 7h30, aller à l'école à 8 heures, revenir à 16 heures, goûter, etc., on n'a pas besoin de penser. Quand on est libre de son temps, on est responsable de ses actes. Tout ce qu'on fait, c'est pour nous. Et du coup, mais on devient créateur de sa vie, en fait. Et du coup, c'est très exigeant. Je pense à Arnaud Stern, qui est une des personnes qui a vécu sans école, qui se lève tous les jours à 6 heures, qui a pendant des années pratiqué je ne sais plus quel instrument ancien, je ne me souviens plus du nom, peut-être la viole de gambe ou quelque chose comme ça. Il est devenu luthier, il parle, je ne sais pas, 5-6 langues, il est écrivain, il est conférencier, il est bâtisseur en ce moment, il construit sa maison. Ce sont des personnes qui réalisent de grandes choses. Parce qu'en fait, comme elles ont du temps, elles vont pouvoir aller jusqu'au bout de leur passion. Et on pense que les enfants qui sont laissés libres à eux-mêmes, leur projet de vie, leur mission, ce pourquoi ils se sont incarnés, on va dire, ils le découvrent assez tôt et ils peuvent assez tôt s'y consacrer. Alors que nous, on va faire nos petites études, on a 18 ans, on fait les études, ensuite on va à l'université, on sort à 25 ans, allez, on se met en couple, on a des enfants, etc. Puis boum, crise de la quarantaine.
Et là, qu'est-ce que je fais de ma vie? Et là, on commence à se dire, ah bah tiens, attends, mais en fait, non, c'est pas du tout ça que je voulais faire. Puis c'est pas avec lui que je voulais être, en fait. Et puis, mais non, mais en fait, l'éducation de mes enfants, ça va pas. Et on remet tout en question. On a perdu 30 ans. Donc, oui, on peut suivre le modèle de la société si ça rassure les parents pendant un temps, mais ensuite, on fait tout exploser. Et je peux vous dire qu'à ce moment-là, les parents, ils flippent, hein, parce qu'ils disent, en fait, mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Elle a fait tant d'études, elle a 15 ans d'expérience, elle a un super job, etc. Puis elle quitte tout. Et là, je peux vous dire qu'ils flippent, hein. Donc, vaut mieux y aller. Commencer plutôt par étapes que tout baldinguer d'un coup. Ouais, Donc, ouais, ouais. Petite pensée pour mes parents, qui, lorsque j'ai arrêté l'école d'ingénieur, c'était pareil. c'est ça. Et c'est intéressant ce que tu dis de venir laisser peut-être avoir un cadre pour que les enfants puissent s'épanouir, bien sûr, c'est ça. Et je crois qu'il y a une école justement une école en Inde où ils font ça, ils savent, puisque pour la plupart des Indiens, c'est une âme qui vient s'incarner dans un corps et elle a une mission à suivre, etc. Et donc, cette école est là pour finalement laisser les enfants émerger cette mission et suivre leur propre voie du cœur, tout en ayant des adultes bien cadrés, etc., pour qu'ils puissent s'épanouir et explorer pleinement leur potentiel à chacune des étapes de leur croissance finalement. Aujourd'hui, par contre, si on prend un peu de recul sur l'histoire de la France et qu'on voit tout ce qui s'est passé, où on en est aujourd'hui, peut-être que ça fait partie de notre processus que de venir guérir nos enfants intérieurs, qu'il y ait de plus en plus de thérapeutes, qu'il y ait de plus en plus de personnes comme toi, Maud, et qui sont en train de nous apprendre à accompagner nos enfants différemment et qu'on est en période peut-être de guérison de tout ça pour ensuite tendre peut-être vers ce genre de modèle d'épanouissement dès l'enfance et de ne plus attendre la crise de la quarantaine. C'est ça. Peut-être que c'est ça qu'on se vit en ce moment. Ah oui, c'est fort probable. En tout cas, moi, c'est ce que je perçois, ce que je ressens, ce que je vis, ce que je vibre et ce que j'espère. Et je suis très optimiste. Je suis vraiment très optimiste. Malgré tout ce qui se passe, je sais que les gens sont affligés des attentats, du Covid, des morts, de tout ça. Mais je pense que c'est peut-être une chance pour l'humanité de faire autrement et de sauver cette terre, quoi, et pour nos enfants. Et il y a un film qui dit quelle planète allons-nous laisser à nos enfants? C'est Anne Barth qui avait écrit un film là-dessus. Anne Barth, elle a aussi fait un film sur l'enfance. Là, le nom m'échappe, hein, il faudra retrouver sur Internet. Je crois que c'est L'Arbre de l'enfance. Et un film magnifique qui suit le parcours de plusieurs personnes sur 7 ans. Donc, c'est un film très documenté, très profond sur la décortication de la violence éducative. C'est très beau. Mais oui, on est dans un changement d'air, clairement. Ouais. Je pense qu'on est dans le changement. Après, toutes les époques ont amené des changements, des apports depuis tout temps, hein. On revient même à des choses anciennes, en fait, puisque toutes ces connaissances, les anciens les avaient. Et ce qu'on dit de culture non civilisée, ben, en fait, ils allaitaient les enfants, ils les portaient, ils les nourrissaient avec du lait maternel. On revient aux sources, en fait. Donc, moi, je dis que c'est un changement, une évolution, mais c'est au retour aux choses essentielles de la vie, l'essentiel, la naissance. Tout ça, c'est l'essence et on sort du paraître. Ça a été un leurre terrible. Le fait de la société de consommation, c'est un leurre terrible pour l'humanité. Et on est en train de sortir de ça. Là, je pense justement, quand tu dis ça, c'est un retour à l'essentiel. Je pense à un documentaire que j'ai vu sur INRES TV d'un anthropologue qui a beaucoup étudié notre société de consommation et qui a beaucoup étudié les peuples premiers. Et en fait, quand il projette tout ça et qu'il fait une grosse mise en perspective, il se rend compte que les peuples premiers qui vivent extrêmement simplement sont des milliers d'années en avance sur nous finalement. Et c'est un documentaire incroyable à voir. C'est comme tu disais, ils allaitent, ils font plein de choses de très simples, mais qui permettent l'épanouissement de chacun finalement. Et comme tu dis, la société de consommation, c'est un leurre qui vient peut-être combler nos frustrations de blessures, quoi. Ouais, c'est ça. Et, ce qui me fait penser, et donc
pour résumer un peu tout ce que tu as dit, donc par rapport à... Il y a un travail intérieur à faire pour venir accompagner notre enfant intérieur, que ce soit en thérapie ou simplement chaque jour renouer avec ses émotions, pleurer quand on a envie de pleurer, se mettre en colère quand on a envie de se mettre en colère, mais que tout ça finalement parle de soi-même et de nous-mêmes de par rapport à ce qu'on a vécu. Oui, je te coupe une seconde parce Vas-y. que je pense qu'il y a une chose importante que je n'ai pas dite, mais qui est liée à ce que tu dis. Chez justement peuple premier, qu'est-ce qu'ils font? Ils répondent en premier, comme les enfants, à leurs besoins physiologiques. Les besoins physiologiques, ce sont les besoins qui sont nécessaires pour la survie de l'espèce. Quels sont-ils? Boire, manger, éliminer, dormir. Et quand un enfant réclame ça, quand on lui donne sur l'instant, normalement, il faudrait y répondre tout de suite. Et quand ces besoins ne sont pas comblés, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'enfant n'est pas à son état d'équilibre. Et du coup, il va se mettre à avoir plein de crises, ce que les parents vont appeler des crises. Crise de colère, crise de larmes. Il va s'énerver pour un rien, simplement parce qu'il a soif, ou simplement parce qu'il n'a pas été aux toilettes, ou simplement parce qu'il n'a pas assez dormi. Et quand on règle, d'un côté, quand on va chercher tous les besoins physiologiques, et on accueille les émotions, c'est 80% des situations qui sont déjouées. Il reste plus grand-chose. Et quand les parents savent ça, c'est des clés en or, comme dirait Arnaud Rioux. Les 5, je ne sais pas combien de clés d'or, hein, on a fait la même formation, donc je peux me permettre d'en parler. Donc, ça fait partie des clés d'or. Ça. Et ça, c'est Catherine Dumonteil-Crémer qui explique ça. Donc, les besoins non comblés, les besoins physiologiques non comblés. Et dans les besoins physiologiques, il y a le besoin de contact physique affectueux. Très important. Et quand on n'a pas ça, on va faire n'importe quoi, que ce soit adulte ou enfant. De toute façon, ce sont des besoins universels. Après, on va rajouter tous les autres besoins parce que l'être humain a un nouveau cerveau que peut-être les chasseurs-cueilleurs n'avaient peut-être pas autant développé. Tout ce qui est besoin de, je ne sais pas moi, enfin si, je pense que la spiritualité, il l'avait, mais tout ce qui est regarder une œuvre d'art ou écouter une musique, etc. Peut-être qu'en effet, là, on peut se nourrir de livres, de choses qui sont quand même extraordinairement dans l'élévation de l'humanité. Mais ça ne va pas nous empêcher de survivre. Donc les besoins physiologiques, ce sont les besoins nécessaires à la survie de l'espèce. J'aimerais mettre vraiment en gras le fait de nourrir des besoins affectifs, de contact, parce que je trouve que c'est totalement oublié chez nous, qu'on justement, on n'ose pas aller au contact, peut-être parce qu'on n'est pas en contact avec avec soi-même, avec son essence, on n'ose pas aller au contact de son enfant, peut-être de plus en plus, mais le contact est hyper important, du coup on lui fait énormément de cadeaux, à Noël, aux anniversaires, Pâques, etc. Mais peut-être sous-jacent à tout ça, c'est simplement un contact, une présence et simplement un mot du cœur qui veut dire je t'aime, amour ou quelque chose comme ça, qui résoudrait, je pense, énormément de traumatismes. Et ça me fait penser aux enfants de Ceausescu, je crois en Roumanie, qui ont été laissés sans contact physique, totalement ignorés, même pas de non, même pas de oui, rien du tout, et qui ont été totalement inhumanisés, du crétinisme, etc., etc. Je crois que c'est Boris Cyrulnik. Ils vont jusqu'à mourir. Hein. Ouais. Le contact physique avec les enfants et même entre adultes est hyper important. Et aujourd'hui, il est d'ailleurs mis à mal avec tout ça. Mais bon. C'est clair. Non, mais franchement, on vit une période, ça, pour ça, qui est terrible. Donc, dès qu'il faut se rattraper après, quoi, quand on enlève le masque. Ouais. Le contact physique, c'est très important. Et à propos de ça, ça me fait penser aux méditations d'autocompassion que je fais de temps en temps sur les réseaux sociaux, où moi, j'ai entamé aussi un cycle de méditation d'autocompassion, où on vient se faire justement ce qu'on appelle du toucher thérapeutique, où j'invite beaucoup dans mes méditations à mettre les mains sur soi pour rentrer en contact avec son corps, se donner de la chaleur, etc. Donc, c'est le bienvenu aussi pour les adultes ou même quand en thérapie, justement, quand on vient accompagner une personne qui a des blessures d'enfance, qui commence à pleurer, etc., on l'invite à
revenir en contact avec lui et à poser les mains sur soi et à accueillir tout ce qui vient et à se libérer de tout ça, quoi, en prendre conscience et à l'accueillir, quoi. C'est ça, c'est vrai que dans les thérapies, il y a pas mal de rematernage. Chez Catherine Guéguin, elle est pédiatre et elle proposait ça aux parents, hein, Ouais, bien sûr. parce que on en a manqué. Complètement, ouais. On a vraiment manqué de ça. Et on peut guérir. Et il y a une chose importante, c'est que le cerveau est malléable. La plasticité cérébrale fait qu'on peut réparer beaucoup de choses. On peut réparer beaucoup de choses, même si on a fait des choses avec son enfant, on peut réparer la relation. Parce que le lien, quoi qu'on le fasse, il existe. Après, il faut le nourrir. Ouais. Et par l'écoute, l'accueil, comme tu dis, l'accueil inconditionnel de soi, avec ce qu'on a fait, ce qu'on a dit, ce qu'on est, et l'accueil de l'enfant tel qu'il est, avec ce qu'il vit, on l'écoute et on ne l'interrompt pas, on ne cherche pas à le conseiller, le juger, le critiquer, le commenter, le comparer, mais ça c'est les obstacles à la communication de Gordon, on va juste l'écouter sans l'interrompre, on l'écoute, on le regarde, on n'est pas en train de faire la vaisselle, on s'assoit. Et si on n'est pas disponible, on dit « je ne suis pas disponible ». Bon, sauf s'il a une émotion sur le moment, c'est maintenant et c'est pas dans une heure, mais si on sent qu'on peut différer la conversation et nous, qu'on a une conversation de travail importante, on dit « je ne suis pas encore disponible, tout à l'heure je le serai ». Et on se met à sa hauteur, on s'assoit, on l'écoute vraiment avec toute l'intention d'amour, avec le cœur, comme tu dis. Tout son cœur, on se connecte cœur à cœur. Ouais, c'est super beau comme image, cœur à cœur. Ça me fait penser que tu dis, il y a toujours le lien qui est présent, parce que je crois qu'à l'accouchement, il y a un déclenchement d'ocytocine entre la mère et l'enfant, et même sur des plans plus subtils, ce qui se passe au niveau des liens, et on voit qu'il y a des liens qui se créent entre le 3e et le 4e chakra, entre l'enfant et la mère, justement, en permanence, et spécialement avec le chakra du plexus solaire. Il y a ce lien toujours invisible qui est toujours présent, ce qui fait qu'une mère peut ressentir si son enfant est en danger en distance, et on a beaucoup de témoignages comme ça, d'une mère qui a senti que son enfant était en danger, qui l'a réveillé en pleine nuit, quoi. Donc, il y a vraiment ce lien qui est toujours présent. Et comme tu le disais aussi un peu plus tôt dans l'interview, il y a aussi, on est de nature bienveillante en fait. Je ne sais plus quel film tu citais ou quel ouvrage, mais ça me fait penser aussi à l'ouvrage de Mathieu Ricard sur l'altruisme, qui dit qu'on est finalement né bienveillant, altruiste et fait pour communiquer, partager, échanger, entraider, et que c'est naturellement dans nos gènes, quoi. Et on gagne à l'y retrouver. Et tout, en fait, tout se met en place dans notre vie pour qu'on retrouve finalement ce lien du cœur et ce lien de cette relation aux autres, j'ai l'impression. C'est ça, exactement. C'est-à-dire qu'en fait, quand on se sent en sécurité, on peut donner le meilleur de nous-mêmes. Quand on se sent en confiance, que ce soit à l'école avec un enseignant qui va nous dire « Comment tu te sens aujourd'hui ? Oh, ça n'a pas l'air d'aller, viens me parler ». Quand on se sent reconnu en tant qu'être humain, on va donner le meilleur et c'est magnifique ce qui se produit à ce moment-là. Il est 11h, il va y avoir un coup de coucou. Et comme je te disais, bon, après, j'ai un autre rendez-vous, donc on va devoir peut-être clôturer. Ouais. Le mot de la fin, c'est qu'en effet, quand on se sent bien, en sécurité, on va vraiment pouvoir déployer une vie extraordinaire, quoi. Et c'est simple, hein, c'est fait de choses simples, mais c'est très précieux. Ce lien, quand il y a le lien d'attachement, quand il y a la sécurité, qu'on est en confiance, qu'on peut parler librement et quand ce qu'on a dit n'est pas utilisé après contre nous, quand on sait ça, eh bien, on nourrit des relations magnifiques, quoi. Vraiment magnifiques. Super, cool. Donc, c'était ton mot de la fin. Voilà. Est-ce que tu veux, si tu avais peut-être un message à dire ou est-ce que tu voudrais dire autre chose? Alors, comme j'ai été interviewée en tant que Maud Alejandro et consultante en parentalité, il y a peut-être un livre par lequel commencer qui est simple, court à lire, avec beaucoup d'exercices. Il s'appelle « Une nouvelle autorité sans punition ni fessée ». Je vais aller chercher. Alors...
Donc, j'aime bien la couverture de Catherine Dumontet-Crémer. C'est un petit enfant qui tire la langue. Ah mince, c'est vrai que c'est à l'envers. Du coup, c'est l'écriture, il faut un miroir. Ah non, non, je vois bien. Enfin, je pense qu'on voit bien. Voilà. Et puis, le fameux Alice Miller, c'est pour ton bien. Voilà, allez, 2 livres, un plus ardu que l'autre. Mais honnêtement, avec ça, déjà, on peut aller un petit peu plus loin et commencer à travailler. Et puis, le numéro SOS Parentalité, parce que même si tous les auditeurs sont des personnes merveilleuses, elles ont une histoire et avant de péter un câble, elles appellent SOS Parentalité. Ou alors, elles vont suivre des groupes de parents. Enfin, voilà. Elles ne sont pas seules, en tout cas, et qu'elles se relient aux parents qu'elles connaissent, à leurs amis, pour partager leurs difficultés de parents et trouver ensemble des solutions. Cool, super. Merci beaucoup, en tout cas, Maude, pour Alexandre. cette interview sur la parentalité et tout ce que ça engendre autour de nous. Alors, peut-être que je mettrai aussi tous les liens en dessous la vidéo pour permettre aux gens de trouver des ressources, aussi peut-être de te retrouver et de retrouver tout ce que toi ou ton réseau fait pour pouvoir se renseigner, pour pouvoir grandir et mettre en avant tout ce système de parentalité créative. Oui, c'est vrai qu'il y a le réseau Parentalité Créative qui est sur toute la France et à l'étranger. Donc, il y a une carte où ils trouveront les personnes la plus proche de chez eux. Et c'est vrai que ce sont des personnes formées au long cours et sincèrement, elles peuvent y aller les yeux fermés. Enfin, super. Eh bien, je mettrai tout les yeux ça. ouverts, conscients et ouverts. Voilà. Merci beaucoup, Merci à toi, Maude. Alexandre. Merci de J'étais ta ravie présence. de partager ce moment avec toi. C'est un moment très précieux. Merci infiniment. Avec joie. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à commenter, à partager la vidéo. Et on se retrouve bientôt, du coup, pour une prochaine interview. Prenez bien soin de vous.